Il était 3 heures le 6 juin 1944. Sur la Manche, une flotte de 5000 navires avançait dans l'obscurité vers la côte de Normandie. À bord des péniches de débarquement, 130 000 soldats vomissaient par-dessus bord, priaient en silence ou regardaient l'horizon les yeux grands ouverts. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé l'histoire du XXe siècle. Mais 80 ans plus tard, parmi les documents déclassifiés, subsistent des questions qui n'ont toujours pas de réponse définitive. Ce récit est celui des mystères les plus marquants du jour J. Le général George S. Patton Jr. était privé de combat depuis des mois. Limogé temporairement après avoir giflé un soldat hospitalisé en Sicile, le général le plus craint par le haut commandement allemand demeurait dans le sud-est de l'Angleterre, à la tête d'un groupe d'armées composé pour sa majeure partie de véhicules gonflables, d'avions en bois et d'antennes radio qui transmettaient dans le vide. L'opération Fortitude était la plus grande campagne d'intoxication de l'histoire de la guerre, et elle fonctionna d'une manière que les planificateurs alliés eux-mêmes espéraient à peine. Le plan comportait 2 branches. Fortitude Nord projetait vers la Scandinavie la menace d'une inexistante 4e armée britannique avec des quartiers généraux fictifs à Édimbourg, Stirling et Dundee pour maintenir immobilisées les divisions allemandes en Norvège. Fortitude Sud était le pari majeur, convaincre l'état-major allemand que tout débarquement en Normandie ne serait qu'une manœuvre de diversion et que le coup principal tomberait des semaines plus tard dans le pas de Calais. L'armée inexistante qui mènerait cette attaque fantôme s'appelait le premier groupe d'armées des États-Unis, le FUSAG, et avait son quartier général virtuel dans le sud-est de l'Angleterre, avec 11 divisions de papier, 250 barges de débarquement gonflables, des véhicules fictifs et un réseau de communication radio qui émettait un trafic constant vers le vide. Patton était le leurre parfait. Les Allemands avaient plus peur de lui que de n'importe quel autre général allié, et il était logique de supposer qu'il commanderait l'attaque décisive. Mais la pièce centrale de toute la tromperie n'était ni un général, ni une armée. C'était un homme seul, dans une pièce, entouré de papier. Juan Pujol Garcia, un éleveur de volailles de Catalogne né en 1912, avait tenté à 2 reprises avant la guerre d'offrir ses services à l'espionnage britannique. Les 2 fois, ils le rejetèrent. Il s'approcha alors du renseignement allemand, s'inventa des références et convainquit l'Abwehr, le service de contre-espionnage du Reich, qu'il était un agent de confiance installé en Grande-Bretagne. Il ne fut jamais en Grande-Bretagne lorsqu'il commença à travailler pour les Allemands. Il rédigeait ses rapports à Lisbonne en consultant des guides touristiques, des cartes routières et des publications de la marine britannique achetées dans des librairies. Quand les Britanniques découvrirent que quelqu'un envoyait des informations fausses mais plausibles aux Allemands depuis ce qui était censé être Londres, ils le recherchèrent activement. En 1942, le MI5 le localisa, le recruta et lui attribua le nom de code Garbo. Il était, dans le jargon des services de renseignement, un agent double. Avec son officier traitant du MI5, Thomas Harris, Pujol construisit un réseau de 27 prétendus sous-agents, tous complètement inventés. Certains n'avaient des noms, des histoires de vie, des problèmes sentimentaux et même des maladies. L'un d'eux mourut au cours de l'opération et les Allemands allèrent jusqu'à envoyer une note de condoléances. Dans les mois précédant le 6 juin 1944, Garbo envoya au poste de renseignement allemand à Madrid plus de 500 messages radio préparés méticuleusement à Londres, chacun d'eux contribuant à construire l'image selon laquelle l'attaque principale alliée se dirigeait vers le pas de Calais. Le centre de décryptage de Bletchley Park, qui interceptait et décryptait les communications allemandes cryptées avec la machine Enigma, permettait de vérifier en temps réel si les Allemands croyaient à la tromperie. Et ils y croyaient. Le 2 juin 1944, 4 jours avant le débarquement, Bletchley put rapporter. L'état-major allemand estimait que les préparatifs alliés étaient déjà terminés et s'attendait à un débarquement initial en Normandie ou en Bretagne, suivi de l'attaque principale dans le pas de Calais. Exactement ce que Fortitude prétendait leur faire croire. Mais la pièce la plus déconcertante de la tromperie n'eut pas lieu avant le jour J. Elle eut lieu après. L'après-midi du 6 juin 1944, alors que les Alliés combattaient déjà depuis des heures sur les plages de Normandie, Garbo envoya un message urgent à ses officiers traitants allemands. Le texte, préparé avec les soins habituels du M15,
insistait sur le fait que le débarquement de Normandie était exactement ce qu'il paraissait, la diversion. L'attaque réelle, encore en suspens, visait le pas de Calais. Le message arriva tard, après l'heure où les Allemands en auraient eu besoin. Ce retard fut délibéré de la partie des Britanniques, mais eut un effet paradoxal. Les Allemands, irrités de recevoir l'avertissement tardivement, réexaminèrent les références de Garbeau et conclurent que l'agent avait agi avec un tel zèle qu'il avait pris des risques excessifs. Sa crédibilité, si tant est que ce soit possible, augmenta. Le résultat fut extraordinaire. Même avec les Alliés déjà ancrés en Normandie, le groupe d'armées allemand numéro 15, avec 15 divisions retranchées dans le pas de Calais, resta immobile pendant des semaines à attendre un second débarquement qui n'arriva jamais. Une armée entière immobilisée par un éleveur de poulets catalan et ses agents inexistants. Le mystère qui demeure n'est pas de savoir si Fortitude a fonctionné. Elle a fonctionné. Le mystère est de savoir comment il fut possible que l'état-major d'une puissance militaire aussi sophistiquée que l'Allemagne nazie crut pendant des semaines, même avec les plages de Normandie remplies de soldats alliés, que cela n'était pas l'attaque principale. La réponse est liée au biais de confirmation, au fait que les Allemands avaient déjà l'image mentale d'où viendrait le coup décisif, et que Fortitude se limita à renforcer ce que l'état-major allemand voulait déjà croire. Juan Pujol Garcia reçut la Croix de fer allemande et, des jours plus tard, l'Ordre de l'Empire britannique. C'est le seul cas connu dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale où le même homme reçut des décorations des deux camps. À 6h30 du matin le 6 juin 1944, le téléphone sonna dans une maison de pierre à Erlingen, un village tranquille à la périphérie d'Ulm, dans le sud de l'Allemagne. À l'autre bout de la ligne se trouvait le général-lieutenant Hans Speidel, chef d'état-major du groupe d'armée B, appelant depuis le château de la Roche-Guyon, sur la rive de la Seine, à environ 250 km au nord de Paris. L'homme qui décrocha le téléphone était le général-feldmarschall Erwin Rommel, le commandant allemand dont l'énergie et la présence auraient dû se trouver à ce moment-là en Normandie, où le plus grand débarquement amphibie de l'histoire venait de commencer. Rommel n'était pas en Normandie parce qu'il était parti célébrer l'anniversaire de son épouse, Lucie Maria. La séquence de décisions qui conduisit l'officier le plus capable du front occidental allemand à se trouver à 12 heures de distance de son quartier général au moment exact du débarquement est, rétrospectivement, l'un des cumuls d'erreurs les plus coûteux de l'histoire militaire du XXe siècle. Et pourtant, vu dans son contexte, chaque décision individuelle paraissait raisonnable. Les météorologues allemands avaient rapporté que les conditions de la Manche ne seraient pas propices à un débarquement amphibie avant le 10 juin. À la différence des Alliés, les Allemands manquaient de stations météorologiques dans l'Atlantique occidental, ce qui rendait leurs prévisions structurellement inférieures. Se basant sur cette information, Rommel décida que c'était le moment de profiter de la fenêtre et de faire le voyage qu'il avait planifié. Selon le témoignage de son conseiller naval, le contre-amiral Friedrich Rüegg, qui le rapportait dans ses mémoires, Rommel ne voulait pas seulement être avec Lucie pour son anniversaire. Il prévoyait aussi de poursuivre son voyage jusqu'à l'Obersalzberg pour rencontrer Hitler et lui demander personnellement 2 divisions panzer supplémentaires pour renforcer les défenses de Normandie. Il partit de Erlingen le jour 5. Le 6 à 6h30, il savait déjà ce qui se passait. Il annula immédiatement sa visite prévue à Hitler, donna des instructions par téléphone et monta dans son automobile Horch découverte. Le voyage de retour à toute vitesse sur les routes françaises prit près de 12 heures. Il arriva à la Roche-Guyon à la tombée de la nuit du 6 juin, alors que les plages étaient déjà consolidées. Et voici la faille que les historiens n'ont pas pu refermer tout à fait. Sa présence aurait-elle changé quelque chose? Anthony Bivor souligne que Rommel aurait pu galvaniser les formations locales, imposer des décisions rapides qui compensent la paralysie du commandement. Max Hastings va plus loin. L'énergie physique de Rommel, sa capacité à être personnellement sur le front et à forcer l'action, aurait pu produire une réaction plus coordonnée dans les premières heures critiques. Les Allemands en Normandie ce matin-là étaient littéralement sans direction. Le commandant de la 21e division Panzer, le général-major Edgar Feuchtinger, n'était pas à son quartier général. Il était largement admis parmi ses propres hommes qu'il se trouvait avec une amie à Paris.
Le commandant de la 7e armée, le général Oberst Friedrich Dollmann, avait convoqué ce même jour un exercice de commandement pour les généraux de division à Rennes. Le propre chef d'état-major de Rommel, Speidel, qui aurait dû coordonner la défense, avait profité de l'absence de son supérieur pour inviter ses compagnons conspirateurs anti-Hitler à dîner au château. Quand commencèrent les nouvelles du débarquement, le quartier général du groupe d'armée B était, littéralement, au milieu d'une réunion mondaine. Le texte en français poursuit. Mais la question la plus profonde demeure. Même si Rommel avait été là, aurait-il pu ordonner de déplacer les divisions Panzer de réserve? Cette décision n'était pas la sienne, elle était celle de Hitler. À 6 heures du matin, le 6 juin 1944, le général d'air-infanterie Günther Blumentritt, chef d'état-major de l'OB-Ouest, le haut commandement allemand en Europe occidentale, appela le quartier général de l'OKW Oberghof, la résidence de Hitler dans les Alpes bavaroises. La demande était urgente. Ils avaient besoin de l'autorisation pour déployer les réserves Panzer de l'OKW, spécialement le 1er corps SS Panzer, caserné dans la périphérie de Paris. Le haut commandement allemand à l'ouest croyait qu'un débarquement majeur était en cours et voulait déplacer les blindés immédiatement pour lancer une contre-attaque avant que les Alliés ne se consolident. La réponse qui revint du Berghof fut laconique. La demande était rejetée. Adolf Hitler dormait. Il était resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, conversant avec Eva Braun et Joseph Goebbels sur le cinéma et sur la situation dans le monde. Les nouvelles des parachutages alliés n'étaient pas encore arrivées à Berchtesgaden quand il alla finalement dormir. Ses aides de camp, qui avaient des instructions strictes de ne pas le réveiller avec des informations incomplètes, décidèrent de ne pas interrompre son sommeil. Le rejet eut un effet dévastateur sur la réponse allemande. Les divisions Panzer de l'OKW, qui incluaient la féroce 12e division SS Panzer Hitlerjugend et la Panzerlehr, la mieux équipée de toute la Wehrmacht, étaient sous le contrôle personnel de Hitler. Personne d'autre ne pouvait les déplacer. Rundstedt, Rommel, le commandement intermédiaire, tous manquaient d'autorité pour ordonner leur déplacement. Quand Rundstedt tenta de déplacer les unités en se basant sur sa propre initiative, l'OKW lui ordonna de les arrêter immédiatement. Jusqu'à 15 heures le 6 juin, plus de 8 heures après le début du débarquement, Hitler n'autorisa pas le mouvement des réserves Panzer. À ce moment-là, il était tard. La controverse qui entoure cet épisode comporte de multiples strates. Selon le témoignage d'Albert Speer dans ses mémoires, il arriva au Berghof vers 10 heures du matin et trouva que Hitler n'avait pas encore été réveillé parce que l'OKW considérait le débarquement comme une attaque de diversion. L'aide de camp personnel de Hitler, l'Hauptsturmführer Otto Günsche, offrit une version différente, affirmant être entré dans le grand salon du Berghof à 8 heures du matin et avoir trouvé Hitler conversant avec le général-feldmarschall Keitel et le général Jodl. Selon Günsche, Hitler aurait dit « Messieurs, c'est l'invasion. J'ai toujours dit qu'elle viendrait ici. » Mais, comme le souligne Bivor, cette version de Hitler lui-même présente un problème interne. S'il croyait réellement que la Normandie était le point d'attaque principal, il n'y a pas d'explication logique au fait qu'il continuât à refuser l'autorisation de déploiement des divisions Panzer jusqu'à 15 heures. Le retard n'a de sens que si Hitler, comme le gros du haut commandement allemand, continuait à croire que la Normandie était la diversion et le Pas-de-Calais le véritable objectif. Pendant ce temps, les divisions qui étaient effectivement disponibles, comme la 21e Panzer du négligent Feuchtinger, errèrent dans la région de Caen sans ordre clair pendant des heures. Le brigadier Bill Williams, chef du renseignement du 21e groupe d'armée de Montgomery, avait décrit la question centrale de la campagne. Tout le temps, nous nous demandions jusqu'à quel point ces hommes agiraient bien malgré Hitler. Le comportement du Führer dans les premières heures du 6 juin répondit à cette question avec une clarté brutale. Max Hastings est direct dans son évaluation. L'argument selon lequel le déploiement précoce des réserves Panzer aurait été détruit par l'aviation alliée est, selon ses mots, évidemment faux,
étant donné que d'autres formations comme la 21e Panzer elle-même réussirent à se déplacer jusqu'au champ de bataille avec des difficultés, mais sans être annihilées. L'aviation alliée opérait ce matin-là avec de graves déficiences dans le contrôle aérien terrestre et la coordination de l'artillerie navale. Une contre-attaque Panzer massive et précoce aurait été, au mieux pour les Alliés, une situation extrêmement dangereuse. La 12e SS Panzer Hitlerjugend, composée majoritairement de jeunes fanatiques des SS qui s'étaient montrés férocement efficaces au combat, partit de Lisieux, à 65 km de Caen, seulement en fin d'après-midi du 6 juin. Ces éléments d'avant-garde traversèrent la rivière Odon au sud de Caen cette nuit-là. Si elle avait reçu l'ordre 6 ou 7 heures plus tôt, son arrivée sur le champ de bataille aurait coïncidé avec le moment le plus critique du débarquement. Le sommeil de Hitler dura assez longtemps pour que l'histoire prît un chemin différent. Dans les livres d'histoire conventionnels, les plages de Normandie furent le lieu où la guerre exigea son prix le plus élevé en une seule journée. Mais il y eut un autre endroit, 6 semaines plus tôt, où moururent plus de soldats américains. Un endroit que les commandants alliés gardèrent secret pendant des décennies. Un endroit à moins de 300 km des côtes de Normandie, dans le Devon, au cœur de l'allié anglais, Slapton Sands, exercice de code Tigre. Dans les dernières semaines d'avril 1944, les Alliés menaient des exercices finaux d'entraînement pour le débarquement en Normandie. Toute la côte sud du Devon avait été évacuée de sa population civile pour permettre des manœuvres à munitions réelles. L'exercice Tigre, prévu pour les jours 27 et 28 d'avril, consistait à simuler l'assaut à Utah Beach avec les mêmes troupes qui participeraient au débarquement réel. La 4e division d'infanterie américaine, des unités de génie de plage et la flotte de LCT et LST qui transporteraient les blindés amphibies DD. À l'aube du 28 avril, 8 vedettes lance-torpilles allemandes de la série E-Boot, qui patrouillaient régulièrement la Manche depuis les ports de Cherbourg, interceptèrent par pur hasard la flotte d'entraînement. Ce qu'elles trouvèrent n'était pas une formation de combat, c'était un convoi de navires de débarquement lents, chargés de soldats qui s'exerçaient pour la guerre, mais qui à ce moment-là étaient complètement sans défense. Les torpilles frappèrent 3 navires LST. 2 d'entre eux coulèrent. Le LST 507 prit feu et sombra. Le LST 531 le suivit en quelques minutes. Le LST 289 survécut gravement endommagé. Dans l'eau sombre et glaciale de la Manche, des centaines d'hommes moururent par les torpilles, par le feu ou simplement par le poids de leurs propres sacs à dos et équipements qui les entraînaient vers le fond lorsqu'ils tombaient à la mer. Les chiffres finaux enregistrés dans les archives militaires indiquent que 749 soldats et marins américains moururent dans l'exercice Tigre, plus que sur la plage même d'Utah le 6 juin. La première réaction du commandement allié fut la panique, mais pas en raison des pertes. La panique fut causée par le fait que parmi les officiers morts dans la Manche, il pouvait y en avoir plusieurs ayant accès aux informations ultra-secrètes sur le véritable jour J, les dates, les lieux, les codes. Devant le risque que l'un de ces cadavres fût tombé vivant entre les mains allemandes, le commandement allié ordonna des dragages de recherche des corps avec une urgence fébrile. Ce n'est que lorsque tous les corps des officiers disposant d'un accès classifié furent localisés que Eisenhower put respirer. Les pertes de l'exercice Tigre furent classées comme secret militaire et les familles reçurent des notifications vagues. Certains soldats survivants furent avertis de ne pas parler de ce qui s'était passé sous peine de cour martiale. Le silence dura des décennies. Ce ne fut que dans les années 1980 que l'historien américain Ken Small, vivant dans le Devon, commença à repêcher du fond de la mer des véhicules blindés coulés pendant l'exercice et à parler avec des survivants qui gardaient encore le secret. Sa recherche ouvrit la première brèche publique dans une histoire que l'armée américaine avait maintenue enterrée. Pourquoi le secret? La version officielle fut toujours que la divulgation aurait compromis les plans du véritable jour J. Mais après la guerre, avec les plans déclassifiés et la victoire acquise, le silence continua pendant encore des décennies. Certains historiens ont suggéré que la motivation était plus simple et plus sombre. Le commandement allié ne voulait pas que le public sût qu'il y avait eu plus d'hommes morts dans un exercice d'entraînement raté que dans le débarquement réel que cet exercice préparait. Les 749 hommes de l'exercice Tigre
ont aujourd'hui un monument sur la rive de Slapton Sands. Il leur faudrait 40 ans pour le recevoir. 13 000 bombes, aucune sur la plage. Dans les 30 minutes précédant l'heure H à Omaha Beach, les bombardiers lourds de la 8e Air Force de l'armée de terre des États-Unis, des B-24 Liberator et des B-17 Flying Fortress, larguèrent sur les positions allemandes de la côte normande la plus grande concentration de feux aériens jamais lancés en soutien à un assaut amphibie. 13 000 bombes. L'attente de Bradley et de Montgomery était qu'elles détruiraient les obstacles, les réseaux de barbelés, les positions de tir et une bonne partie des défenseurs allemands. La réalité fut différente. Il ne tomba pas une seule bombe sur Omaha Beach. L'explication technique existe, et elle est précise. Les bombardiers survolèrent de l'est vers l'ouest, de la mer vers la terre, pour réduire leur exposition à l'artillerie anti-aérienne allemande. En approchant de la côte, les équipages retardèrent de plusieurs secondes l'ouverture des soutes à bombes pour éviter le risque de toucher accidentellement les barges de débarquement qui avançaient vers le rivage. Ces secondes de marge se traduisirent, à la vitesse et à l'altitude des appareils, en un déplacement de kilomètres dans la trajectoire des projectiles. Les 13 000 bombes tombèrent entre 2 et 5 kilomètres à l'intérieur des terres. Elles détruisirent des fermes normandes, des villages, des champs. À Vierville-sur-Mer, la destruction des formations allemandes de première ligne fut nulle. Mais la question à laquelle les historiens n'ont pas pu répondre de manière satisfaisante est plus large. Comment fut-il possible que le plan pour Omaha reposât de façon si critique sur une précision de bombardement que toutes les données disponibles indiquaient comme impossible à atteindre? Le capitaine Scott Bowden, sapeur britannique du COPP, qui avait reconnu la plage en décembre 1943, le résuma avec une brutale clarté lorsque, depuis sa barge de débarquement, il vit les impacts des bombes dans les champs intérieurs au lieu des bunkers allemands. Pour ce que ça a servi, ils auraient pu rester chez eux à dormir. Le bombardement dans la doctrine américaine de l'époque promettait une précision que les appareils de l'époque ne pouvaient tout simplement pas délivrer. La 8e Air Force publiait depuis des mois des statistiques de bombardement que l'armée de terre accepta sans la vérification indépendante que la situation exigeait. Montgomery, qui aurait pu insister sur la doctrine britannique des débarquements nocturnes qui réduisait la dépendance au soutien aérien, céda sur ce point. Le résultat fut que des milliers de soldats américains des 1e et 29e divisions d'infanterie descendirent les rampes de leurs barges vers une plage intacte, avec les Allemands dans leur position, complètement frais, les attendant. Mais il y a une autre composante de l'échec à Omaha, que les livres d'histoire ont tendance à passer sous silence et que Bivor détaille avec précision. Le renseignement militaire échoua à identifier correctement les forces allemandes dans le secteur. Le plan allié supposait que les défenseurs d'Omaha étaient principalement des hommes de la 716 division d'infanterie, une formation de qualité médiocre qui incluait 3 bataillons composés d'anciens prisonniers de l'armée rouge. Ce que les Alliés ne savaient pas avec certitude, c'était que la 352e division d'infanterie, une unité beaucoup plus capable sous le commandement du général-major Dietrich Kress, avait été déplacée vers la côte des semaines auparavant pour renforcer les défenses. Le brigadier Bill Williams, chef du renseignement de Montgomery au sein du 21e groupe d'armée, soupçonnait le mouvement de la 352e en se basant sur des photographies aériennes qui montraient un réseau dense de traces de véhicules blindés dans la zone côtière de Caen. La donnée parvint au commandement, mais ne fut pas suffisamment mise en avant lors des briefings précédant le débarquement. Les planificateurs supposèrent que la 352e resterait dans sa position habituelle à une demi-journée de marche au sud, aux environs de Saint-Lô. Cependant, même le danger de la 352e eut son facteur de hasard. La nuit du 5 au 6 juin, une partie significative de ses forces avait été envoyée vers le sud pour enquêter sur de prétendues activités de parachutistes alliés, résultat de l'opération Titanic, au cours de laquelle les Alliés avaient largué des milliers de mannequins en caoutchouc et 6 courageux soldats du SAS pour confondre les défenseurs allemands.
Si ce bataillon de reconnaissance de Kreis n'avait pas été envoyé dans cette poursuite fantôme, la défense d'Omaha aurait été encore plus formidable qu'elle ne le fut. Les survivants d'Omaha reconstruisirent pendant des décennies ce qui avait échoué. Un officier de la première division le dit sans détour. L'Air Force aurait pu rester au lit et rien n'aurait changé en mal. Et elle aurait pu tout changer en bien. À 5h30 du matin le 6 juin 1944, à 48 mètres au large de la plage d'Omaha, les officiers des Landing Craft Tank donnèrent l'ordre. Les rampes s'abaissèrent. Les chars Sherman DD commencèrent à rouler vers l'eau. Le DD signifiait Duplex Drive. L'idée était une ingéniosité mécanique. Un Sherman conventionnel équipé d'une toile imperméable extensible autour de la coque qui, lorsqu'elle était gonflée à l'air comprimé, créait un flotteur suffisant pour que le char de 32 tonnes se soutînt à la surface. 2 hélices mues par la transmission le propulsaient dans l'eau. En touchant terre, la toile s'effondrait et le char devenait opérationnel en quelques secondes, prêt à soutenir l'infanterie avec ses feux dès le premier moment du débarquement. Dans des conditions idéales, cela fonctionnait. Les conditions du 6 juin 1944 à Omaha n'étaient pas idéales. La mer présentait des vagues d'1,50 m à 2 mètres. Le commandant des chars de la compagnie B du 741e bataillon de chars reçut l'ordre de lancer ses véhicules à 8000 yards de la côte, le maximum prévu dans le plan original, avec pour justification de les maintenir hors de portée de l'artillerie allemande. Les toiles, détrempées par l'eau de la Manche, pesaient le double de ce qui était prévu. Les vagues se brisaient au-dessus du bord des flotteurs. 27 des 29 chars coulèrent, 27 sur 29. Le métal et les hommes à l'intérieur descendirent ensemble au fond de la Manche. Seuls 2 atteignirent le rivage parce que leurs LCT les menèrent directement jusqu'à la plage devant l'impossibilité manifeste pour eux de survivre dans l'eau. Plusieurs membres d'équipage purent sortir par l'écoutille avant de couler. D'autres moururent piégés. Sur les plages britanniques, les commandants des bataillons DD prirent des décisions différentes. Ceux du 13/18 Hussards qui soutenaient Sword Beach reçurent l'ordre « Floater 5000 ». Lancer les chars à 5000 yards au lieu de 8000. Ils en perdirent 5 de leur escadron, pas 27 sur 29. Ceux du Sherwood Rangers qui soutenaient Gold Beach furent encore plus conservateurs et lancèrent leurs chars à 1000 yards. Ils en perdirent 8, mais ils arrivèrent. À Omaha, l'ordre fut exécuté dans ses termes les plus littéraux et avec les conséquences les plus létales. La question qui persiste est simple, mais sans réponse satisfaisante. Qui prit la décision finale de lancer les chars à cette distance? Les ordres préalables étaient interprétables. La rigidité avec laquelle ils furent exécutés dans ce secteur, avec la mer dans l'état où elle se trouvait, suggère qu'un officier prit la pire décision possible sans la remettre en question. Les archives militaires enregistrent la chaîne de commandement, mais pas la conversation spécifique. Les témoignages de survivants contredisent la version officielle dans des détails cruciaux. Ce qui est documenté, c'est que les ingénieurs de combat, qui devaient débarquer après les chars pour démolir les obstacles de la plage, descendirent les rampes et découvrirent que les chars qui devaient couvrir leur travail n'existaient plus. Beaucoup d'entre eux moururent dans les premières minutes, agissant comme fantassins n'ayant pas d'autre option. Le plan d'Omaha était un système interdépendant, chaque partie dépendait du fonctionnement de la précédente. Quand les chars coulèrent, le système s'effondra. À 4 heures du matin, le 6 juin 1944, le lieutenant-colonel James E. Rudder, à la tête du 2e bataillon de Rangers de l'armée de terre des États-Unis, regardait depuis sa barge de débarquement les falaises de Pointe-du-Hoc. Ce qu'il avait devant lui était un rocher calcaire de 30 mètres de hauteur, coupé à la verticale au-dessus de l'Atlantique, battu par les flots, défendu d'en haut par une garnison allemande. La mission était de les escalader. Le renseignement allié avait identifié à Pointe-du-Hoc une batterie d'artillerie allemande de 6 canons de 155 mm, capable d'atteindre aussi bien la plage d'Utah que celle d'Omaha et de détruire les navires de débarquement dans un rayon de dizaines de kilomètres. Ils étaient, dans le langage des planificateurs alliés, une position critique qui doit être neutralisée avant l'heure H. Si les canons de Pointe-du-Hoc restaient opérationnels quand commencerait le débarquement,
ils pouvaient rendre irréalisable l'assaut américain. Les Rangers escaladèrent les falaises sous le feu ennemi. Ils utilisèrent des grappins tirés par des fusées que la garnison allemande, stupéfaite, décrivit dans ses communications comme des fusées tirées depuis des navires qui jettent des échelles de cordes. Les premiers hommes arrivèrent en haut, au prix de pertes. Les suivants les renforcèrent. À cette heure, le capitaine de la batterie avait été neutralisé et les Rangers se frayaient un chemin parmi les emplacements. Les canons n'y étaient pas. Les emplacements étaient préparés, les montages en béton intacts, les bunkers en parfait état. Mais il n'y avait pas de canons de 155 mm. Seulement des poteaux en bois installés dans les embrasures pour simuler de l'armement depuis les airs. Les armes réelles se trouvaient dans un champ à environ 500 mètres au sud des falaises, camouflées sous des branches, avec d'abondantes munitions empilées à côté, complètement intactes et apparemment prêtes à être utilisées. L'explication historique indique que les Allemands avaient déplacé les canons des emplacements originaux peu avant le débarquement, probablement à la suite des intenses bombardements alliés sur la position qui avaient détruit les accès. Mais les canons n'avaient été ni démantelés ni détruits. Ils se trouvaient simplement à 500 mètres de là où les Alliés avaient conçu toute l'opération d'assaut. Un petit groupe de Rangers, dans son exploration au-delà des falaises, trouva les canons presque par accident. Ils étaient encore opérationnels, encore menaçants. Ils les détruisirent avec des charges de démolition. Ce que personne n'a expliqué de façon satisfaisante, c'est comment le système de renseignement allié, qui à bien des égards fonctionna avec une précision extraordinaire durant la préparation du jour J, arriva sur la plage avec la position exacte de l'artillerie la plus importante du secteur américain sans savoir que les canons n'étaient plus là où ils étaient censés être. Les photographies aériennes des jours précédents montraient clairement les poteaux en bois dans les emplacements, mais les analystes les interprétèrent comme de vrais canons recouverts de toiles de camouflage. Les Rangers escaladèrent 30 mètres de roches verticales, perdirent des hommes en le faisant, et trouvèrent des poteaux en bois. Le lieutenant-colonel Röder eut en plus une seconde malchance. En approchant des falaises, son convoi fut initialement entraîné plusieurs kilomètres à l'est par le coxswain de la Royal Navy qui pilotait la flottille, presque directement vers les plages d'Omaha. La correction du cap coûta une demi-heure. Quand les Rangers arrivèrent finalement à la base des falaises et commencèrent à grimper, le 5e bataillon de Rangers, qui attendait au large avec l'ordre de les suivre s'ils recevaient le signal de succès avant 7 heures, n'avait reçu aucun message. Il supposa que l'assaut avait échoué et vira vers Omaha. La radio de l'opérateur de Röder ne fonctionnait pas. L'eau de mer avait court-circuité les équipements. Le signal « Praise the Lord » ne fut jamais transmis. Le 5e bataillon débarqua à Omaha. Röder et ses hommes, sans renfort, sans possibilité de transmettre leur position, tinrent 2 jours complets à Pointe-du-Hoc, encerclés par des contre-attaques allemandes, avec des munitions volées aux ennemis qu'ils avaient tués, jusqu'à ce que les relèves arrivassent. Il y a quelque chose de profondément étrange dans la façon dont Adolf Hitler reçut les nouvelles du plus grand débarquement amphibie de l'histoire. Selon les témoignages convergents de plusieurs témoins oculaires, recueillis dans des mémoires et des déclarations d'après-guerre, la réaction initiale de Hitler quand il sut finalement que les Alliés avaient débarqué en Normandie fut la joie. L'Oberstleutnant Nikolaus von Below, adjudant de la Luftwaffe de Hitler qui était avec lui au Berghof ce jour-là, enregistra que le Führer réagit avec réjouissance à la nouvelle, convaincu que l'ennemi allait être écrasé sur les plages. D'autres témoins ajoutèrent que Hitler avait attendu ce moment pendant des mois, qu'il était sûr que la Luftwaffe et les blindés détruiraient le débarquement et que cela ouvrirait la possibilité de transférer des divisions du front occidental au front oriental pour une offensive décisive contre Staline. « J'ai dit tout le temps qu'il viendrait ici », lui attribua-t-on d'avoir dit, bien que sa prédiction eût oscillé entre la Normandie et le Pas-de-Calais dans les semaines précédentes. Le général Alfred Jodl, chef de l'état-major opérationnel de l'OKW, avait décidé de ne pas réveiller Hitler ce matin-là.
La décision de laisser dormir le Führer pendant que ses subordonnés tentaient désespérément de mobiliser des réponses était le résultat d'une culture de commandement toxique dans laquelle personne ne voulait être porteur de mauvaises nouvelles. Personne ne voulait assumer des responsabilités qui correspondaient au Führer et personne n'avait l'autorité formelle d'agir sans son approbation. Le résultat pratique fut que la force la plus puissante disponible pour la contre-attaque, le premier corps SS Panzer avec ses divisions casernées dans la région de Paris, demeura immobile pendant les heures les plus critiques du débarquement. Quand Hitler se réveilla et fut informé, sa réaction de réjouissance ne se traduisit pas par des ordres urgents et intelligents. Les ordres qu'il émit restèrent chaotiques et contradictoires, mus par la certitude que la Normandie était secondaire et par l'instruction impossible de nettoyer la tête de pont avant la tombée de la nuit. Le chef d'état-major de la 7e armée allemande répondit que cela était impossible. Il avait raison. Rommel est le grand mystère du niveau stratégique du 6 juin 1944. La 21e division Panzer est le grand mystère du niveau tactique. La 21e Panzer était la seule division blindée allemande située à portée immédiate des plages du jour J. Elle avait ses unités dispersées autour de Caen avec 127 chars, Mark IV et 40 canons d'assaut. En théorie, elle était exactement le type de force que Rommel voulait en position avancée pour lancer une contre-attaque immédiate dès que commencerait un débarquement quelconque. À 1h20 du matin, le 6 juin, le général-lieutenant Wilhelm Richter, commandant de la 716 division d'infanterie, tenta d'ordonner à une partie de la 21e Panzer d'attaquer les parachutistes alliés qui atterrissaient à l'est de l'Orne. L'effort fut infructueux parce que le général Feuchtinger n'était pas à son poste de commandement. Selon Max Hastings, dont la recherche recueille les témoignages directs des officiels de la division, la croyance généralisée parmi les hommes de la 21e Panzer était que Feuchtinger était injoignable avec une amie à Paris cette nuit-là. La localisation exacte ne fut jamais confirmée officiellement, mais le capitaine Eberhard Wagmann, qui exerçait comme officier de garde au quartier général de la division en l'absence du commandant et de l'officier d'état-major supérieur, également absent, témoigna qu'il ne pouvait prendre que des mesures d'urgence minimales sans la présence du général. Les conséquences pratiques de cette double absence furent mesurables en heures. Sans ordre clair, les blindés de la 21e ne bougèrent pas avant 6h30, moment où les premiers soldats alliés se trouvaient déjà depuis plus de 2 heures sur la plage de Sordes. La première réaction organisée de la division se produisit à 8 heures, lorsque l'oberst Hermann von Oppeln-Bronikowski, commandant du régiment de chars, reçut enfin des instructions. Mais même alors, la confusion multiplia les retards. La 21e Panzer reçut d'abord l'ordre d'attaquer les parachutistes à l'est de l'Orne, puis fut arrêtée, tournée, envoyée à l'ouest à travers la ville de Caen, ce qui exposa ses véhicules pendant des heures aux attaques aériennes alliées. Le détour à travers Caen réduisit les 104 chars Mark IV, disponibles au début de la journée à pas plus de 60 opérationnels, au moment où la formation atteignit la crête de Périllé cet après-midi-là. Le général Erich Marx, commandant du 84e corps, se rendit personnellement au point de départ de la 21e Panzer pour assister à l'attaque. C'était un homme qui connaissait la situation avec une clarté clinique. Il dit au commandant du régiment de chars, von Oppeln-Bronikowski, « Oppeln, si vous ne réussissez pas à jeter les Britanniques à la mer, nous aurons perdu la guerre. » Von Oppeln salua et monta dans son véhicule. Ce qui suivit fut, selon les mots de Hastings, un geste, pas plus. Les chars avancèrent vers le nord et atteignirent la brèche entre le périmètre britannique de la 3e division et les Canadiens, l'unique point non gardé de toute la tête de pont alliée à ce moment-là. S'ils étaient arrivés au rivage et s'y étaient installés, ils auraient coupé en deux la ligne de débarquement. Mais au lieu de cela, ils trouvèrent l'artillerie anti-char du Staffordshire Yeomanry qui les attendait avec ses Sherman Firefly, armés du canon de 17 livres qui égalait en portée le redoutable 88 mm allemand. 13 chars. Mark IV furent détruits en quelques minutes. Et alors se produisit quelque chose que personne dans l'état-major allemand n'avait prévu. À 20h30,
le ciel au-dessus de la Normandie se remplit de près de 250 planeurs de la 6e division aéroportée britannique, transportant une brigade de renfort vers les positions à l'est de l'Orne. La vision de ce ciel rempli de planeurs, arrivant du nord-ouest, fit conclure aux chars de la 21e Panzer qui étaient arrivés jusqu'à Lyon-sur-Mer qu'ils étaient en train d'être encerclés. Ils se retirèrent vers Caen. La coïncidence temporelle fut, selon les mots de Bivort, heureuse pour les Britanniques. Les planeurs n'allaient encercler personne. Ils atterrissaient dans une zone déjà contrôlée. But la menace visuelle fut suffisante pour déterminer le résultat de l'unique opportunité réelle de contre-attaque blindée allemande lors du jour J. La bataille du 6 juin au niveau tactique fut décidée en partie par l'absence d'un commandant, par des heures de confusion et d'ordre contradictoires, et par la psychologie de membres d'équipage de chars qui interprétèrent comme un encerclement ce qui était une opération de renfort. Les 5 secteurs du débarquement du 6 juin 1944 furent assignés avec une logique cartographique précise. Utah et Omaha pour les Américains, Gold, Juneau et Sword pour les Britanniques et les Canadiens. Mais entre certains de ces secteurs, il y avait des zones côtières sans objectif attribué, et l'une d'elles fut sur le point de devenir le point de rupture de toute l'opération. La brèche entre Sword Beach et Juneau Beach n'était pas une curiosité de la carte. C'était un couloir de plusieurs milles de côte normande où, au milieu de la journée du 6 juin, il n'y avait pas d'infanterie alliée consolidée. La 3e division britannique avait ses unités combattant vers l'intérieur des terres depuis Sword, et la 3e division d'infanterie canadienne faisait de même depuis Juneau, mais l'espace entre les deux demeurait ouvert pendant des heures cruciales. Pour comprendre pourquoi cette brèche ne fut pas exploitée, il faut d'abord comprendre pourquoi elle existait. Le plan de débarquement allié supposait que les divisions d'assaut avanceraient rapidement à l'intérieur des terres et que leurs flancs se rejoindraient à mesure qu'elles progresseraient. Ce que les planificateurs n'avaient pas calibré avec suffisamment de rigueur était la vitesse avec laquelle les plages elles-mêmes s'engorgeraient. À Sword, des vents côtiers anormalement forts avaient fait produire une marée extraordinairement haute. Au lieu des habituels 9 mètres de plage entre la marque de marée haute et le mur de soutènement, ce matin-là, il y avait moins de 13 mètres de sable sec sur lequel devaient manœuvrer les blindés, les camions, les véhicules du génie et les vagues d'infanterie qui continuaient d'arriver. Le Staffordshire Yeomanry, dont les Sherman Firefly étaient les seuls capables d'affronter les panzers allemands avec une chance quelconque de succès, se retrouva coincé dans cet embouteillage pendant plus d'1 heure avant de pouvoir ne serait-ce qu'atteindre la route côtière. Après cela, son avance fut lente et saccadée, collée aux routes étroites que les champs de mines non nettoyés flanquaient des 2 côtés. Ce fut cette chaîne de retard, et non une décision tactique délibérée, qui laissa ouverte la brèche quand les chars de la 21e Panzer de von Oppen-Bronikowski arrivèrent cet après-midi-là avec 80 Mark IV sous son commandement. Ils avancèrent vers le nord à travers l'espace entre les périmètres. Ils traversèrent les champs sans rencontrer de résistance organisée. Quand ils arrivèrent à la côte à Lyon-sur-Mer, les rares Allemands qui restaient dans les bunkers de la 716 division les reçurent qu'ont des signes de soulagement. Le couloir était ouvert. Et alors les chars s'arrêtèrent. La question qu'aucune analyse ultérieure n'a résolue de manière complètement satisfaisante est de savoir pourquoi. Les chars qui arrivèrent à Lyon-sur-Mer ne tournèrent pas vers l'est pour attaquer le flanc découvert des forces de Sword, ni vers l'ouest pour pénétrer sur les arrières des Canadiens à Juneau. Selon les témoignages recueillis par Hastings auprès des propres hommes de la 21e Panzer, parmi lesquels le caporal Werner Kortenhaus, le régiment avait subi des pertes plus sévères que prévues durant l'attaque, ses communications avec le commandement supérieur étaient pratiquement inexistantes, et la chaîne de contre-ordres et de changements de direction accumulés depuis l'aube avait laissé les officiers épuisés et sans une image claire de ce qu'ils avaient devant eux. Ils étaient arrivés au rivage, oui. Mais ils ne savaient pas avec précision ce qu'il y avait à leur droite ni à leur gauche. Ils n'avaient pas de contact avec Feuchtinger au quartier général, et les destroyers alliés ancrés face à la côte commencèrent à tirer contre toute concentration de véhicules visibles depuis la mer. Le feu naval allié fut l'un des grands égalisateurs du jour J que les récits conventionnels ont tendance à sous-estimer.
Les canons des destroyers et des croiseurs pouvaient atteindre des positions à plusieurs milles à l'intérieur des terres, avec une précision qui rendait toute concentration de blindés en espace ouvert immédiatement vulnérable. Les chars de von Oppeln-Bronikowski, arrêtés sur une bande côtière visible depuis la mer, étaient exactement le type d'objectif pour lequel les navires alliés attendaient des ordres depuis toute la journée. Il y a autre chose, et c'est la partie du récit que Hastings reconstruit avec le plus de dramatisme. Quand le ciel se remplit de près de 250 planeurs de la 6e division aéroportée britannique à 20h30, transportant des renforts vers les zones à l'est de l'Orne, les hommes de la 21e Panzer à Lyon-sur-Mer interprétèrent ce qu'ils voyaient comme le début d'un mouvement d'enveloppement. Les planeurs venaient du nord-ouest. Depuis la perspective d'un équipage de chars allemands sur le rivage, il semblait que les Alliés faisaient atterrir des troupes dans leur dos pour leur couper la retraite. C'était une interprétation erronée, mais elle était compréhensible étant donné le niveau de confusion et d'épuisement que la division traînait depuis les premières heures de l'aube. Le règlement tactique allemand dans cette situation était clair. S'il existe un risque d'encerclement, retraite ordonnée. Ils se retirèrent. Mais le côté allié cet après-midi-là n'était pas exempt de ses propres mystères. L'avance canadienne depuis Juneau fut, dans certains secteurs, spectaculairement plus rapide que prévu. La 3e division canadienne, combattant sous un feu intense sur les plages de Courseulles-sur-Mer et de Bernières-sur-Mer durant la matinée, avait réussi à pénétrer de plusieurs kilomètres vers l'intérieur pour l'après-midi. Vers la tombée de la nuit, 2 sections des premiers hussards, sans attendre d'instructions et laissant leur propre infanterie loin derrière, avaient avancé sur la route Bayeux-Camp jusqu'à arriver à Bretteville-l'Orgueilleuse, presque à la limite extérieure des objectifs du jour J. Ils étaient à moins de 5 kilomètres de l'aérodrome de Carpiquet, dans la banlieue de Caen, l'objectif que Montgomery avait marqué comme la pièce centrale de l'avance britannique et canadienne. La solitude de leur position, sans infanterie de soutien, sans communication avec le reste de la brigade, sur un terrain inconnu et avec la nuit qui tombait, les fit tourner et rebrousser chemin. Si ces chars avaient continué, ils auraient presque certainement rencontré les éléments d'avant-garde de la 12e SS Panzer Hitlerjugend qui arrivait depuis Lisieux. La 12e SS était différente de la 21e Panzer. Ces hommes étaient des fanatiques entraînés, beaucoup d'entre eux âgés de 17 et 18 ans, plus disposés à mourir qu'à céder du terrain. Dans les jours suivants, ils démontrèrent de quoi ils étaient capables. Les hussards auraient été détruits presque à coup sûr. Et pourtant, Caen ne tomba pas ce jour-là. Elle ne tomba pas pendant des semaines. La ville que Montgomery avait promis de prendre le jour J résista jusqu'en juillet, au milieu de bombardements qui la détruisirent presque complètement. Il est difficile de ne pas tourner le regard vers ces 2 sections de chars sur la route du 6 juin et de se demander si l'histoire de la campagne de Normandie aurait eu une forme différente s'ils avaient continué 1 kilomètre de plus. Quelques heures avant le décollage des avions de transport qui emporteraient les hommes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines au-dessus du Cotentin, le maréchal de l'air Sir Trafford Leigh-Mallory, commandant en chef aérien allié, convoqua Eisenhower pour lui communiquer sa conviction que l'opération serait un massacre. Leigh-Mallory avait analysé les défenses allemandes dans la péninsule du Cotentin et était arrivé à la conclusion que les parachutistes allaient être décimés dans les airs et à l'atterrissage. Ces calculs projetaient des pertes dans les avions de transport qui rendraient irréalisable toute exploitation tactique de l'opération. Il sollicita formellement son annulation. Eisenhower rejeta la demande avec le soutien de Montgomery. Mais il demanda à Leigh-Mallory de mettre son objection par écrit. Le document existe. Il y a quelque chose de particulier dans l'histoire de Leigh-Mallory au sein du récit du jour J. C'était un homme qui se faisait des ennemis avec facilité, qui irritait pratiquement tous ceux qui travaillaient avec lui, et qui fut sans équivoque catastrophiste dans sa prédiction sur les divisions aéroportées. Et il se trompa. L'opération aéroportée du 6 juin subit des pertes significatives, mais bien en dessous des scénarios de cauchemar de Leigh-Mallory.
Sur les 850 avions de transport qui emportèrent les parachutistes américains, 21 furent détruits. Sur les 400 avions qui transportèrent les planeurs et les troupes aéroportées britanniques, 8 ne revinrent pas. Eisenhower, qui avait préparé en secret un communiqué assumant la responsabilité en cas d'échec de toute l'opération, reçut l'appel de Leigh Mallory à l'aube. Le maréchal de l'air avait déjà rédigé sa note de reconnaissance. « Je suis plus reconnaissant que je ne puis l'exprimer que mes craintes fussent sans fondement. Mais l'image complète est moins propre que ce titre de soulagement. Les parachutistes des 2 divisions américaines se dispersèrent dans une zone énormément plus grande que celle qui était prévue. La 82e aéroportée, qui devait se concentrer autour de Sainte-Mère-Église pour couper la péninsule du Cotentin, trouva ses hommes éparpillés à des dizaines de kilomètres à la ronde. Beaucoup morts à l'atterrissage, beaucoup capturés, beaucoup noyés dans les prés inondés que les Allemands avaient créés en ouvrant les vannes fluviales. La 101e aéroportée, chargée d'assurer les sorties d'Utah Beach, opéra cette nuit-là dans une confusion tactique que n'importe quel planificateur préalable aurait qualifiée de désastreuse. Et pourtant cela fonctionna. Cela fonctionna parce que la dispersion de milliers d'hommes armés tout au long de toute la zone arrière allemande dans le Cotentin créa une confusion qui paralysa les renforts ennemis. Les Allemands ne pouvaient pas savoir où il y avait des parachutistes parce qu'il y avait des parachutistes partout. Le brigadier général James M. Gavin de la 82e aéroportée, qui durant la nuit se trouva seul avec un petit groupe d'hommes sans radio et sans carte précise, commença simplement à se déplacer vers le son des canons. La même chose fut faite par des centaines de petits groupes tout au long de toute la nuit. L'opération aéroportée fut-elle un succès ou un échec contrôlé? Les historiens continuent de ne pas se mettre d'accord. Leigh Mallory, peut-être conscient d'avoir eu tort sur le fond bien que pas sur les détails, préféra garder le silence sur le sujet après la guerre. Parmi les papiers personnels du général Dwight D. Eisenhower, conservés aux Archives nationales des États-Unis, il y a un document écrit à la main qu'aucun de ses adjoints ne vit quand il fut rédigé. Eisenhower l'écrivit l'après-midi du 5 juin 1944, des heures avant que les premiers parachutistes ne sautassent sur la Normandie, et le garda dans la poche de son uniforme. C'était le communiqué qu'il publierait si l'opération échouait. Les débarquements dans la zone de Cherbourg-le Havre n'ont pas réussi à établir une position satisfaisante et j'ai retiré les troupes. Ma décision d'attaquer à ce moment et en ce lieu s'est basée sur les meilleures informations disponibles. Les troupes, l'air et la marine ont fait tout ce que le courage et le devoir pouvaient exiger d'eux. Si une faute ou un échec accompagne la tentative, il est mien et uniquement mien. Eisenhower le mit dans sa poche et n'en parla à personne. Son adjoint, le capitaine Harry Butcher, qui tenait le journal personnel du commandant suprême durant toute la guerre, ne sut pas l'existence du document avant bien plus tard. Il fut trouvé accidentellement dans un dossier de papier personnel après la guerre. L'existence du document révèle quelque chose sur la nature réelle de la certitude avec laquelle les Alliés affrontaient le jour J, qui contraste avec l'image rétrospective de confiance qui s'est construite dans les décennies suivantes. Eisenhower et tous ceux qui planifièrent Overlord savaient qu'elle pouvait échouer. L'échec n'était pas une possibilité lointaine. Il était suffisamment probable pour que le commandant suprême rédigeât personnellement le communiqué de reddition de compte. Bradley savait qu'Omaha pouvait être un désastre. Leigh Mallory le savait pour les parachutistes. Eisenhower lui-même savait que la fenêtre météorologique dans laquelle se jouait le tout était étroite et fragile. Aucun d'eux ne le dit à haute voix, parce que le dire à haute voix aurait détruit le moral de 175 000 hommes qui étaient sur le point de monter sur des navires. Le papier plié dans la poche d'Eisenhower durant tout le jour J est, à sa manière, le document le plus honnête de toute l'opération. En lui est écrit ce que le commandant suprême pensait réellement de ses probabilités ce matin de juin. Le papier ne fut jamais nécessaire. Eisenhower le jeta à la poubelle quelques jours plus tard, sans que personne ne le vît, et il s'en souvint seulement quand quelqu'un trouva le brouillon presque par accident. Le général fut le seul à savoir qu'il l'avait écrit. Il ne le mentionna pas dans ses mémoires. L'histoire du docteur James Stagg, en tant que météorologue du quartier général suprême, est racontée habituellement comme une histoire de succès.
le scientifique écossais qui convainquit Eisenhower de profiter d'une fenêtre de beau temps au milieu d'une tempête et sauva ainsi l'opération. Mais l'histoire réelle est plus complexe et moins ordonnée. Dans les jours précédant le 5 juin, l'équipe météorologique alliée était profondément divisée. Les experts de la Royal Navy, ceux de l'Air Force et les météorologues civils américains recevaient les mêmes données des stations de temps mais arrivaient à des prédictions sensiblement différentes. Stagg, qui devait présenter un pronostic unifié au commandement, admis au major général Harold Bull, le chef d'état-major adjoint d'Eisenhower, que la situation est complexe et difficile. Bull lui répondit que s'il ne l'avait pas clair avant la conférence du lendemain, le commandant suprême l'apprendrait. La tempête des 4 et 5 juin fut réelle et violente. Le 5 juin, date originalement planifiée pour le débarquement, aurait produit des conditions qui auraient rendu le débarquement amphibie impossible ou catastrophique. Le report de 24 heures qu'ordonna Eisenhower fut correct. Mais ce que Stagg prédit pour le 6 juin n'était pas du beau temps. C'était un temps acceptable. Cieux partiellement couverts, vent modéré, vagues d'1 mètre à 1,50 mètre. Suffisant pour le débarquement. Suffisant pour les bombardements aériens, peut-être, dans des conditions normales. Pas suffisant pour les bombardiers de précision de la 8e Air Force qui avaient besoin d'une visibilité parfaite pour viser leurs charges. Et voici l'une des failles que les historiens signalent sans être arrivés à une réponse satisfaisante. Si l'on savait que les conditions météorologiques du 6 juin ne seraient pas optimales pour le bombardement de précision que le plan d'Omaha exigeait, pourquoi n'a-t-on pas modifié le plan de soutien aérien? Pourquoi les Liberators et les Fortress du colonel James Doolittle continuèrent-ils d'avoir comme mission la neutralisation de positions côtières dont les météorologues du commandement savaient déjà qu'ils pourraient difficilement les frapper avec la précision nécessaire? La réponse partielle réside dans l'inertie des plans. Quand une opération de cette échelle a été conçue, approuvée et mémorisée par des milliers d'officiers, modifier l'une de ses composantes critiques à 24 heures du début exige une chaîne de décision et de communication que le système ne peut tout simplement pas traiter avec cette vitesse. Le plan d'Omaha resta le plan d'Omaha parce que c'était le seul plan qui existait. Les Allemands, pour leur part, ne savaient rien de tout cela. Leurs propres météorologues, qui manquaient des données des stations de l'Atlantique Nord que possédaient en revanche les Alliés, avait prédit que le temps ne serait pas approprié pour un débarquement avant le 10 juin. Cette fausse prédiction fut celle qui convainquit Rommel qu'il pouvait partir célébrer l'anniversaire de son épouse. Elle fut celle qui conduisit le général-oberst Dollmann à convoquer son exercice de commandement à Rennes le 6 juin. Elle fut celle qui maintint Feuchtinger hors de son poste cette nuit-là. La brèche météorologique entre ce que savaient les Alliés et ce que croyaient les Allemands fut, en fin de compte, l'un des facteurs déterminants du jour J. Stagg et son équipe de météorologues, avec leurs stations atlantiques et leurs prédictions discordantes, sur quelque chose que les Allemands ne pouvaient pas savoir. Cette connaissance valut plus que n'importe quel autre avantage tactique. Alors que les discussions entre Hitler et l'OKW paralysaient le déploiement des réserves Panzer, l'officier qui aurait dû coordonner la contre-attaque blindée allemande passait des heures ligoté par une structure de commandement si dysfonctionnelle que 6 quartiers généraux différents s'interposaient entre lui et le pouvoir de donner un ordre exécutif. Le général der Panzertruppen, Leo Freiherr Geir von Schweppenburg, était, sur le papier, l'homme de la situation. Ancien attaché militaire à Londres avant la guerre, il connaissait la pensée stratégique alliée avec une profondeur que peu d'officiels allemands pouvaient égaler. Il partageait avec Guderian la doctrine classique de l'utilisation massive et concentrée du blindage, réunir les divisions Panzer à l'arrière hors de portée de l'artillerie navale, attendre que la direction de l'attaque principale fût sans équivoque et frapper avec toute la masse disponible dans une unique contre-attaque décisive. C'était la même logique qui avait fonctionné en Pologne, en France, et lors des premiers engagements de Barbarossa. Le problème était qu'en juin 1944, cette logique dépendait d'une autorité réelle sur les divisions, et Geir ne l'avait pas. La dispute doctrinale entre Geir et Rommel, qui opérait à un niveau complètement différent dans la structure de commandement, était bien connue dans les quartiers généraux alliés grâce au décryptage d'Ultra. Rommel voulait les panzers avancés, sur la côte ou près d'elle,
prêts à contre-attaquer dès les premières minutes du débarquement avant que la supériorité aérienne alliée ne pût agir. Geier les voulait à l'arrière, concentrés et protégés. Hitler, fidèle à sa tendance à résoudre les désaccords de ses subordonnés en s'imposant lui-même sans rien régler, prit la décision la plus confortable pour son ego et la plus préjudiciable pour ses armées. Il divisa les divisions Panzer entre les deux concepts, mais retint sous son contrôle personnel les plus puissantes pour pouvoir décider par lui-même au moment critique. Le résultat au matin du 6 juin fut une image de paralysie institutionnelle. La 12e SS Panzer Hitlerjugend, considérée par beaucoup d'officiers allemands comme la formation blindée la plus formidable du front occidental, était casernée dans les forêts au sud de Caen. La Panzerlehr, équipée du matériel le plus moderne disponible, incluant des Panthers dans ses bataillons de chars et des semi-chenillés blindés pour toute son infanterie motorisée, attendait plus au sud. Le premier SS Corps Panzer, la grande réserve stratégique, demeurait dans la région de Paris. Aucune de ces formations ne pouvait bouger sans l'autorisation explicite de Hitler. Quand Blumentritt, depuis le quartier général de l'Aube-Ouest à Saint-Germain-en-Laye, demanda cette autorisation à 6 heures le 6 juin, la réponse fut non. Le Führer dormait et personne n'allait le réveiller. Les heures s'accumulèrent avec une mécanique presque grotesque. À cette heure, l'OKW rappela pour communiquer qu'il s'opposait violemment au déploiement arbitraire des réserves de l'OKWE. Les unités que Rundstedt avait tenté de déplacer de sa propre initiative devaient s'arrêter immédiatement. Le général Jodl appela personnellement Speidel à La Roche-Guyon pour s'assurer que l'ordre était exécuté. Rundstedt, qui en privé qualifiait Hitler de ce caporal de Bohême, n'avait d'autre recours face à cette situation que l'amertume. Geier, pendant ce temps, tentait de planifier la contre-attaque qu'il croyait nécessaire, avec les moyens qui se trouvaient sous son commandement opérationnel. La 21e Panzer était techniquement la seule unité blindée qui pouvait agir sans autorisation de l'OKW, bien que ses mouvements au cours de cette journée fussent conditionnés par des ordres contradictoires de multiples quartiers généraux intermédiaires. Le général Marx, du 84e corps, en avait besoin pour attaquer les ponts sur l'Orne. Geier voulait la concentrer pour une contre-attaque à l'ouest. Feuchtinger, s'il avait été présent, aurait pu au moins imposer une direction unique. En son absence, le régiment de chars de von Oppeln-Bronikowski reçut des ordres différents en l'espace de quelques heures et passa une bonne partie de la journée à faire le long détour par Caen, exposé aux chasseurs-bombardiers alliés qui patrouillaient la zone. Le résultat fut que la Panzerlehr, la seule division capable d'égaler en puissance n'importe quelle formation blindée alliée, n'arriva au front que le 8 juin, et elle le fit décimer. Son commandant, le général-lieutenant Fritz Bayerlein, qui connaissait depuis l'Afrique du Nord les conséquences du déplacement de colonnes blindées de jour sous la supériorité aérienne ennemie, avait supplié Dollmann qu'on lui permît de faire la marche de nuit ou à l'aube. L'ordre fut de maintenir le mouvement diurne pour arriver au plus vite. Les chasseurs bombardiers Typhoon de la RAF et les P-47 Thunderbolt américains trouvèrent la colonne sur les routes ouvertes de Normandie. Bayerlein rapporta plus tard qu'en arrivant au front, la division avait déjà perdu 5 chars détruits, 84 véhicules semi-chenillés et plus de 130 camions et véhicules de tout type. Elle était partie comme force de choc et arriva comme force de garnison. La 12e SS Hitlerjugend eut plus de chance dans son déplacement car elle partit de nuit depuis Lisieux et arriva sur ses positions au sud de Caen relativement intactes le 6 juin même. Mais elle arriva trop tard pour la contre-attaque du premier jour. Quand Rommel revint à son quartier général à la tombée de la nuit et demanda pourquoi la Panzerlehr et la 12e SS étaient retenues, Speidel lui expliqua le refus de l'OKW de prendre la moindre décision. Rommel répondit par un seul mot, « folie ». Puis il ajouta qu'elles arriveraient bien sûr en retard, mais qu'il fallait les mettre en mouvement immédiatement. Pour Geier, la fin professionnelle fut abrupte et techniquement causée par les Alliés eux-mêmes. Le 10 juin, les décryptages d'Ultra révélèrent l'emplacement exact du quartier général du groupe Panzer Ouest, installé dans le parc du château de la Caenne, près de Thury-Harcourt.
Les bombardiers moyens alliés attaquèrent la position. Le quartier général fut détruit avec une précision presque chirurgicale. Le bâtiment principal fut réduit en ruines. Presque tous les officiers d'état-major du premier échelon périrent dans l'attaque et le bataillon des transmissions fut pratiquement annihilé. Gare survécut, blessé. Le groupe Panzer West resta privé de capacité de commandement pendant des jours, au moment précis où on en avait le plus besoin. Gare fut relevé le 2 juillet, après avoir présenté à Hitler un rapport écrit qui ne laissait place à aucune ambiguïté sur la situation réelle du front. Il y affirmait que la stratégie consistant à maintenir les panzers collés à la ligne défensive sous le feu constant de l'artillerie navale et de l'aviation alliée équivalait à les détruire progressivement sans pouvoir les utiliser. Il demandait le retrait derrière le fleuve Orne et la concentration des moyens pour une contre-attaque en bonne et due forme. Hitler le destitua le jour même. Son rapport fut qualifié de défaitiste. Ce que Geyer von Schweppenburg laissa écrit sur ces journées possède la précision crue de quelqu'un qui sait qu'il a raison, tout en sachant que cela ne sert plus à rien. Au moment où tout dépendait de la vitesse, notre commandement était paralysé successivement par les quartiers généraux suivants. 1er SS Corps Panzer, Groupe Panzer Ouest, 7e Armée Allemand, Groupe d'Armée B, OB Ouest et OKW. 6 filtres entre le besoin et la décision. 6 endroits où l'urgence pouvait s'arrêter, se diluer, se réinterpréter ou simplement se perdre. Dans les mois qui suivirent le 6 juin 1944, lorsque la conspiration du 20 juillet contre Hitler fut découverte et que ses participants commencèrent à être arrêtés et exécutés, les SS et la Gestapo se mirent à réexaminer les événements du jour J sous un angle différent. La question qui émergeait des rapports des services de sécurité nazis était directe. Les officiers de l'armée impliqués dans la conspiration avaient-ils délibérément saboté la réponse allemande au débarquement allié? Le nom qui apparaissait le plus fréquemment était celui du général-lieutenant Hans Speidel lui-même, chef d'état-major de Rommel au sein du groupe d'armée B. Il était un membre connu du cercle des conspirateurs anti-Hitler. C'était l'officier qui, cette nuit-là, avait invité à dîner à la Roche-Guyon d'autres conspirateurs alors que le quartier général attendait des nouvelles du front. Il était, selon les mots de Bivor, l'homme qui nota que Rommel citait amèrement le propre dictum de Hitler dans Mein Kampf sur l'inutilité de la défense statique. Speidel survécut à la guerre, au processus de dénazification et au procès même pour conspiration. Il fut réhabilité et devint l'un des généraux fondateurs de la Bundeswehr et de la structure militaire de l'OTAN dans les années 50. Il ne confessa jamais le moindre acte de sabotage concernant le 6 juin. Mais la structure du soupçon persiste. Au moment précis où le quartier général du groupe d'armée B aurait dû coordonner une réponse énergique au plus grand débarquement de l'histoire, son chef d'état-major d'un jour dînait avec ses amis conspirateurs. Les décisions de cette nuit-là furent, au mieux, lentes et décousues. Au pire, la preuve documentée est insuffisante pour parvenir à une conclusion ferme. Les historiens, à commencer par Bivor et Hastings, se montrent prudents à ce sujet. La lenteur des Allemands cette nuit-là peut s'expliquer entièrement par la confusion réelle, la structure de commandement paralysante et le succès de l'entreprise de déception alliée. Nul besoin de trahison pour expliquer ce qui s'est produit, mais on ne peut pas non plus l'écarter complètement. 82 ans après le jour J, on ne sait pas avec certitude combien d'hommes périrent le 6 juin 1944. Les chiffres officiels, révisés et réestimés à de multiples reprises, tournent dans les études les plus sérieuses autour de 10 000 à 12 000 pertes alliées entre morts, blessés et disparus. Rien qu'à Omaha, les calculs oscillent entre 2 000 et 4 700 pertes, selon la source et la méthodologie. La disparité de ces chiffres n'est pas rhétorique. Elle reflète une imprécision réelle dans les registres militaires, dans la distinction entre morts au combat et noyés, entre disparus confirmés et corps simplement jamais retrouvés. Les 749 hommes de l'exercice Tigre n'apparaissent pas dans les comptes du jour J. Durant des décennies, une partie de ces décès fut comptabilisée comme des pertes du débarquement réel, afin d'éviter des explications inconfortables. Certains historiens estiment que les chiffres pourraient être sous-estimés de plusieurs centaines d'hommes à cause de registres incomplets, de la pratique consistant à enterrer les morts
dans des sites non documentés et des confusions administratives inhérentes à une opération de 175 000 personnes en mouvement simultané. Les pertes allemandes sont encore plus incertaines. Les estimations vont de 4 000 à plus de 9 000 entre morts, blessés et capturés. Les archives de la Wehrmacht pour cette période sont incomplètes, en partie parce que de nombreuses unités furent détruites ou dispersées avant de pouvoir présenter des rapports complets. Et les civils normands. Les bombardements précédant le jour J, destinés à couper les communications et les mouvements allemands, tuèrent un nombre de civils français que Eisenhower, selon Bivor, avait fixé à 10 000 comme limite acceptable avant de solliciter une révision du plan. Les calculs les plus récents parlent de plus de 15 000 civils français tués et 19 000 blessés durant toute la campagne de Normandie de 1944. Une quantité de victimes sur laquelle les histoires populaires du jour J passent habituellement rapidement. Derrière chaque chiffre se trouve un homme ou une femme. Le nombre exact de ceux qui moururent le 6 juin 1944 n'est toujours fixé avec certitude dans aucun registre définitif. Le jour J fut à bien des égards une opération qui aurait dû mal tourner et qui ne tourna pas mal, ou qui tourna bien à certains endroits de façon que personne n'avait planifiée, et mal à d'autres pour des raisons que personne n'avait prévues. Une flotte de 5 000 navires traversa la Manche sans être détectée grâce à un éleveur de volailles catalan et à ses agents inexistants. Le plus grand commandant défensif allemand était absent parce que ses météorologues ne savaient pas lire l'Atlantique. Le Führer dormait. Le meilleur blindé allemand n'arriva pas à temps parce qu'il avait besoin de son approbation. Les bombardiers larguèrent 13 000 bombes qui ne tombèrent pas là où elles le devaient. Les chars amphibies coulèrent. Les canons de la batterie la plus importante du secteur américain n'étaient pas là où le renseignement affirmait qu'ils étaient. Et pourtant, les soldats arrivèrent au rivage, grimpèrent les falaises, traversèrent la plage, et à la fin de la journée, les têtes de pont étaient réelles et solides. L'histoire qui n'a pas fini d'être racontée sur le jour J n'est pas l'histoire des héros, qui est réelle et méritée. C'est l'histoire de toutes ces choses qui furent sur le point de se passer autrement, des décisions que personne ne prit quand il le fallait, des hommes qui moururent parce que quelqu'un lança des chars trop loin du rivage, des 749 qui périrent dans l'exercice et dont les familles attendirent des décennies pour savoir la vérité. Plus de 80 ans après, certains archives restent l'objet d'études. Certains témoignages se contredisent. Certaines questions n'ont pas de réponse vérifiable, mais les morts du 6 juin 1944, tous autant qu'ils sont, méritent que les questions continuent d'être posées.